Et c'est parti pour un nouveau numéro de Morning Live. Je suis en compagnie toujours de Nicolas Auclair, mon compère et associé. Salut Nico. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Morning Live. Et ce soir, nous invitons Quentin et le principe est toujours le même. Nous invitons un membre de la communauté Morning et nous décortiquons son patrimoine en lui posant plein de questions. J'espère que tu es prêt, Quentin. Ouais, bah écoute, ouais, ça va, je suis prêt. Ça va les gars, vous? Tranquille? Ça va, merci. Ouais. Impeccable de mon côté. Les températures sont repassées en positif en Ouais. Estonie. Ah oui, j'imagine. Ça va faire du bien. Le Il fait 20 printemps, degrés chez moi, quoi. ça commence à dégeler, le printemps commence à arriver. Ok, donc Quentin, tu peux peut-être dire deux, trois mots sur toi. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, moi j'ai 21 ans, là je suis en études, je suis en licence de comptabilité et finance, donc voilà, tout ce qui va être mathématiques, finance d'entreprise, statistiques, etc. Je compte faire un master du coup l'an prochain dans la gestion de patrimoine ou la finance, tout ce qui est finance d'entreprise, voilà, tout ce qui touche à la finance. Eh bien, tu es super jeune, hein, mais ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes se lancer en bourse. Et aussi comme je disais avec Nicolas, c'est vraiment top parce qu'on te voit poster des analyses d'entreprise, des analyses fondamentales d'entreprise sur le forum Morning. Peut-être tu peux nous dire deux, trois mots sur les entreprises que tu as analysées sur le forum et ça donnera peut-être envie aux gens d'aller sur le forum Morning pour aller les découvrir. Ouais, ouais, avec plaisir. Ouais. Ouais, du coup, j'ai réalisé 5 analyses d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment comme ce que font les analystes financiers. C'est vraiment type note d'analyse. J'en ai réalisé 5. Donc il y en a dont je suis actionnaire. Il y a des entreprises que j'ai analysées et dont je suis actionnaire. J'ai commencé par Monster Energy, dont je suis actionnaire. J'ai aussi fait AutoZone, une de mes principales positions. J'ai fait Copar, j'ai fait Katana Group. Je suis aussi actionnaire de cette entreprise-là. Et j'ai fini par Visa, la dernière analyse pardon, que j'ai faite. Et voilà, il faut savoir que c'est quand même pas mal de travail, vu que ça représente en général 8 à 10 heures de travail. Ces analyses-là, elles permettent, et moi, premièrement, de faire mon travail de recherche sur ces valeurs-là, que j'aimerais par la suite intégrer en portefeuille. Et en fait, en les partageant sur Morning, ça permet aussi à tous les utilisateurs d'avoir un aperçu rapide, mais néanmoins assez complet de l'entreprise, pour ensuite voilà, se faire un avis sur l'entreprise et pourquoi pas l'ajouter en watchlist et en portefeuille. Ouais, et lorsque tu fais des analyses, est-ce que tu te bases sur une méthodologie ou alors tu as par exemple un ou des investisseurs où tu essayes de suivre leur style ou ce genre de choses? Pour mes analyses, j'avais un peu pris comme exemple, je m'étais un peu inspiré de ce que fait Loris Dallo sur Twitter. Lui, il fait des analyses d'entreprise. Et après, voilà, moi, j'ai fait ça à ma sauce. J'ai développé un plan. Le business, ensuite les risques, l'actionnariat, les éléments financiers et ensuite la valorisation. Et après, voilà, moi, j'ai juste à faire mon travail de recherche et à compléter chacune de ces sous-parties. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder dans les rapports annuels, directement, enfin, les 10 cas, s'il appelle voilà, les documents officiels authentifiés par la SEC, je vais regarder là-dedans. Je vais faire voilà, mes notes et ensuite, voilà, je complète mon analyse. Et après, pour tout ce qui va être ratio financier, j'utilise souvent des screeners, donc tout ce qui va être Guru Focus. Ça me permet de ne pas prendre de temps à calculer chaque ratio financier un à un. Voilà, donc voilà, principalement avec Pure Focus et les rapports annuels des entreprises. Ouais, c'est vraiment top. Et en fait, lorsqu'on lit tes analyses, on voit vraiment que ça prend du temps de faire une analyse. Ouais. Ah, ça prend du temps, je te Une confirme. analyse de qualité, quoi. Ouais. Elles Mais sont c'est quand carrées, même très effectivement, intéressant. tes analyses. C'est bien carré, c'est bien structuré. On voit que tu es. Bon, tu as toujours 21 ans, je crois. On voit quand même que tu commences quand même à avoir de la bouteille. C'est-à-dire Oh. que quand tu regardes sur le forum Morning, par exemple, à la fin de tes analyses, les commentaires sont plutôt élogieux. Donc, franchement, c'est plutôt un gars de 50 balais avec un peu de comment dirais-je, de bouteille derrière qui normalement sort des trucs comme ça. Donc, je pense que Non, tu as une sacrée vision. Si, franchement, hein, tu as une sacrée vision et que moi, à ton âge, bon, déjà, je pourrais être ton père.
Et à ton âge, moi, j'étais plus en train de bourlinguer à droite à gauche, à faire des conneries, plutôt que de me poser là-dessus. Donc, déjà, franchement, on n'a pas encore assez dit, mais bravo à toi. Hein, franchement, je pense que tu dois être un petit gars qui, quand tu auras mon âge, tu devrais être bien, quoi. Tu devrais bien te mettre, je pense. J'espère. Je me posais une question quand on fait des études plutôt dans l'économie, comme toi tu fais. Est-ce que tu dois aussi passer ton certificat ou tes certifications AMF? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'AMF, en licence, on n'est pas obligé de la passer. Moi, j'ai quand même fait le choix de la passer avec un collègue à moi dès la licence 3, dès la troisième année, en fait, pour prendre un peu d'avance et ensuite, voilà, pour agrémenter mon CV et avoir plus de chances d'être choisi dans les masters qui m'intéressaient. Mais l'AMF, en fait, on le passe obligatoirement pour travailler dans les banques et également pour être conseiller en gestion de patrimoine. En fait, il y a 2 diplômes, il y a l'AMF et CIF, donc le conseiller en investissement financier. Je crois que les 2 sont obligatoires pour être CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Mais voilà, l'AMF, sinon, c'est quand même intéressant de le passer pour la culture générale, pour le CV également, et dans certains métiers, ils le demandent obligatoirement. Ouais. Et donc en fait, tu l'as passé en candidat libre, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Lorsque tu l'as passé en révisant ou en le passant, tu as appris tu as appris de nouvelles choses que tu n'avais pas forcément appris précédemment durant tes cours ou même à titre personnel. Ouais, exact. Ouais, pas mal de questions sur tout ce qui est institution, fiscalité, culture générale, il y a un peu de finance aussi. Alors, c'est pas des choses qui vont servir moi pour faire mes analyses fondamentales, mais bon, voilà, c'est un peu de culture générale, c'est toujours bon à prendre. Et puis après, c'est des questions. C'est des choses qu'après, moi, je pourrais éventuellement voir dans des contrôles à la fac. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ça demande environ une vingtaine, une trentaine d'heures de révision, donc c'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère. Ça reste à la portée de tout le monde. Donc, si vous voulez travailler dans la finance, ouais, ça peut être intéressant de le passer. Ouais. Ça, on peut apprendre quand même quelques connaissances. C'est intéressant, ouais. Ok, top. On me dit dans l'oreillette que peut-être Clément Ourceau, aussi connu sous le nom de Le Petit Actionnaire, va peut-être nous rejoindre d'ici quelques minutes. Il a des obligations familiales, mais bonne nouvelle. Mais il va peut-être nous rejoindre en cours de route. Donc, nous l'accueillerons avec plaisir si c'est le cas. Écoutez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons un petit peu de ton patrimoine à ton jeune âge. Patrimoine, je trouve que c'est quand même un peu gros comme mot, mais ouais, portefeuille, je préfère portefeuille parce que patrimoine, bon. C'est quand même relativement propre, hein. À ton âge, c'est exceptionnel même. Nous allons le voir tout à l'heure, mais en plus, c'est pas dégueulasse niveau plus-value ni rien du tout. Ouais, la plupart des jeunes à ton âge, soit ils n'investissent pas, ou alors. Ouais, mais de toute façon, je le vois moi à la fac. Hein, il y a finalement très peu de gens qui investissent. Ouais. Et puis discuter avec les professeurs. Les professeurs de finance que j'ai, c'est pareil. Hein, ils m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas le temps d'investir. Donc, malheureusement, ouais, à mon âge, il y en a très très peu qui investissent, et même les professeurs, en fait. Mais en fait, je pense que c'est plutôt une culture. C'est qu'en France, les gens, ils investissent pas. C'est vraiment des croyances limitantes, en fait. C'est vraiment des croyances limitantes. On se dit, ouais, l'investissement, c'est trop long, ça me prend trop de temps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas pour moi, je gagne pas assez. Ce qu'il faut se dire, c'est que non, l'investissement dans des actions de bonne qualité et l'investissement sur le long terme, ça prend pas beaucoup de temps. Quels que soient ses revenus, on peut toujours réussir à mettre un petit pécule de côté. Moi, j'ai une amie qui est réfugiée ukrainienne. Elle gagne pas des masses. Elle met tous les mois, je crois, 50 € dans un ETF monde. Rien qu'en faisant du DCA, quelques dizaines d'euros sur un ETF monde, elle fait déjà mieux que la majorité des gens. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis déjà, non seulement elle commence à investir, et puis c'est aussi qu'elle commence à se former en investissement. Parce que les gens qui commencent directement avec 10 ou 15 000 euros, le problème, c'est qu'ils vont faire des erreurs de débutants et ça va leur coûter cher. Quoi. Donc si elle commence avec 50 € par mois et qu'elle commence à se former gentiment, c'est tout bon. Quoi. C'est tout bénéfique. En fait, c'est plus la méthodologie et la régularité qui fait gagner sur le long terme. Quoi. D'accord. Et après ce petit moment philosophique, nous allons pouvoir parler de tes portefeuilles. C'est parti. Moi, ce que je fais, c'est de partager mon écran. Et donc, on va pouvoir un petit peu regarder ce que tu as dans tes portefeuilles.
Allez, c'est parti. Je vais essayer de partager mon écran et je pense que vous voyez mon écran. Donc, alors a priori, tu as un compte titre chez Interactive Brokers. Ouais, c'est ça. Et tu as aussi un PEA C'est chez. ça, un PEA. Ouais. Eh ben, écoute, Chez Bourseau, le PEA. que dire, que dire, que dire, ça semble déjà bien parti. Alors, si on regarde un petit peu sur tes dividendes, tu as quelques actions tu as la moitié à peu près des actions qui ne versent pas de dividendes, à peu près la moitié qui versent des dividendes. Tu as. En phase de capitalisation, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas vraiment ma stratégie, quoi. Enfin, on en parlera plus tard, mais c'est pas l'essentiel de. Ouais, c'est pas mon objectif. Tu sembles être plus sur la croissance, hein, Ouais, c'est ça, ouais. que les dividendes. Et si on regarde un petit peu les actions, écoute, il y en a un peu moins d'une dizaine en fait. C'est ça, ouais. Tout juste 10 de mémoire. Et Ouais. il y en a 2 déjà qui sont vraiment là uniquement sur le court terme, donc Alibaba et Nvidia. Mhm. Nvidia, je suis clairement là pour m'amuser. Hein, c'est pas une grosse conviction. Mais vu l'engouement qu'il y a autour, moi je trouve ça compliqué de faire massivement sur Nvidia. C'est pas une grosse conviction, l'intelligence artificielle. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est plutôt la valorisation. En soi, Nvidia, ouais, c'est une entreprise magnifique. Ouais. Mais l'acheter à ces niveaux-là, c'est. Ouais, faut être courageux, quoi. Faut être courageux. Donc ça, c'est ma première position court terme. Et la deuxième, c'est Alibaba. Voilà, là, je joue clairement pour un retournement. Voilà, c'est une entreprise qui est intéressante. Là, on est sur vraiment de la value. Hein. Une entreprise qui se fait défoncer par le marché depuis des années. Bon, il y a des raisons à ça. Hein, c'est qu'elle est en Chine. C'est que légalement, l'entreprise contourne la loi. Donc, c'est une entreprise qui est censée être interdite. Mais voilà, il y a un potentiel qui est important. Maintenant, il faut juste que la situation macroéconomique en Chine s'améliore et que les résultats de Alibaba suivent, tout simplement. Tu n'étais pas dégueu au niveau de ton PRU là, sur Alibaba en plus. Tu l'as bien acheté. Hein. Ouais, là, j'ai acheté sur les $75, un truc comme ça. Donc là, je suis à l'équilibre à peu près. Ouais. Après, Alibaba, il commence à avoir des. C'est ce que j'ai entendu dire, il commence à avoir des concurrents. C'est ça, ouais. C'est pour ça. Temu. Il y a PDD Holdings, ils ont une. Je sais pas si c'est Temu qui appartient à PDD, enfin PDD Audio, je crois que c'est ça. Mais oui, ils ont des concurrents en Chine. Et la situation là, elle est un peu compliquée. C'est pour ça de toute façon que voilà, j'ai pas grand chose. Hein. Je vais avoir 5% de mon portefeuille là-dessus. C'est pas une grosse conviction, c'est pareil. Et puis surtout, le fait que la structure juridique de l'entreprise, elle est complètement illégale, parce qu'en fait, ils sont obligés de créer une société écran, je crois, aux Caraïbes, pour ensuite que l'entreprise elle soit cotée, elle soit listée aux États-Unis. Donc, bon, après, si on regarde la courbe de valorisation calculée par Morning Pro, actuellement, on est en sous-valorisation, mais après, ce qu'il faut bien noter, c'est que sur des actions qui sont très nouvelles, comme Alibaba, qui n'ont pas plusieurs dizaines d'années, il faut toujours prendre cette courbe avec des pincettes, même si c'est un bel indicateur qu'on propose. Bien sûr, pas de dividendes, mais bon, après. Et surtout que peut-être que la courbe, elle n'inclut pas le fait que ce soit une action chinoise. Donc forcément, en fait, les actions chinoises, elles ne vont pas se valoir aussi cher que des actions européennes ou américaines, ça c'est sûr. Ouais, donc c'est plus une action que tu gardes. C'est un pari. Un pari, je n'ai pas mis beaucoup. Je pense qu'il y a un potentiel, mais voilà, je n'ai pas envie de m'exposer fortement là-dessus. Fortinet, ça me dit quelque chose. Ça, c'est un acteur de cybersécurité. Ils font tout ce qui est pare-feu, logiciel, tout ce qui est cybersécurité. C'est un marché qui est en forte croissance. Avec toutes les attaques informatiques et les problèmes cyber avec la guerre cyber entre les États-Unis, la Chine et maintenant l'Occident, la Russie, etc. C'est peut-être un bon pari en fait. Ah oui, c'est sûr que c'est un meilleur pari qu'Alibaba, ça c'est sûr. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est que y a la position qui est juste au-dessus ou en dessous de Fortinet, United Health, eux aussi ils ont subi un piratage. Donc en fait c'est marrant parce que les positions de mon portefeuille, entre elles, elles travaillent ensemble. Quoi. Fortinet, ils vont sûrement collaborer avec United Health pour résoudre ces problèmes de cybersécurité. Donc, une magnifique cour de prix. Et sinon, l'entreprise, c'est magnifique. Une magnifique cour de prix. Après, dans les concurrents,
Là, on affiche IDN. Je ne sais pas si IDN, c'est vraiment un concurrent. Atlas, c'est plutôt Palo Alto. C'est plus du logiciel de service. C'est peut-être pas des concurrents. Ouais. Après, en valorisation, effectivement, on l'affiche en surévalué. Mais après, comme dit, c'est parce que c'est des actions qui ont explosé, les actions de technologie. Et en plus, dans la cybersécurité, c'est clair que c'était l'année où ça allait exploser. Et j'imagine que tu es en plus-value sur cette position. Ouais, c'est une de mes plus. De toute façon, je crois que c'est la première position de mon portefeuille. Ouais. Et je vais être en plus-value de 25%, quelque chose comme ça. Bon, pour une entreprise que j'ai intégrée au portefeuille il y a 6 mois, c'est pas trop mal. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, c'est intéressant. En fait, tu as un beau mix d'entreprises santé et technologie. Dans la santé, alors je ne connais pas trop, c'est pour ça que ça peut être intéressant, et c'est aussi ça qui est intéressant avec ces analyses, c'est qu'on découvre des belles entreprises qu'on ne connaît pas, qu'on connaît pas en fait, et donc c'est toujours intéressant de demander l'avis et pourquoi tu investis dans ces entreprises. Alors, Edwards Life Science Corporation, qu'est-ce que c'est ça? Fournit des produits et des technologies pour les cardiopathies structurelles, les soins intensifs et la surveillance chirurgicale aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans le monde. Eh bien, dis donc. C'est déjà un beau bébé de 56 milliards de dollars, quand même. Et tu as été aussi en belle plus-value sur cette. C'est une de mes plus grosses plus-values de toute façon, mais là, pour le coup, je n'irai pas renforcer, je la trouve un peu cher. Mais sinon, c'est une super entreprise. Elle fait tout ce qui est transcathéter, valve aortique. En fait, plein de pièces pour l'industrie chirurgicale. Et l'industrie chirurgicale, c'est un secteur pareil. Ça a attendu en forte croissance. Mais là, pour le coup, Edwards, c'est plutôt une entreprise, j'ai envie de dire, plaisir. En fait, je l'ai prise forcément parce qu'elle a des super fondamentaux, mais aussi parce que le business, je le trouve très attachant, c'est sur la santé. Et c'est un secteur qui est hyper important. En fait, voilà, c'est tout ce qui va être pour les maladies cardiaques. Moi, c'est un super beau business. Et donc, j'ai mis un peu dessus. Et là, c'est pareil, c'est pas non plus une énorme conviction parce qu'il y a certains éléments fondamentaux, certains éléments financiers qui me bloquent un peu. Donc, j'irai pas à 15 ou 20% de mon portefeuille sur cette entreprise-là. Ouais, c'est une belle action. Elle est aussi affichée sinon, c'est beau, légèrement surévaluée, mais en même temps, ça semble normal. La courbe de régression était quand même assez intéressante. Hein. On voit Siemens en concurrent. Siemens en concurrent. En concurrent, en fait, tu as Stryker de mémoire, tu as aussi Medtronic. En fait, c'est les deux principaux pour tout ce qui va être pièces cardiaques. United Health Group, ça me dit quelque chose parce que je crois que Nicolas avait fait une analyse de cette entreprise sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Est-ce que tu confirmes, Nicolas? Ah oui, c'est possible. En même temps, j'en fais 1 million par jour, donc c'est dur de me rappeler un truc que j'ai fait il y a 6 mois, mais effectivement, je l'ai déjà proposé celle-là. Normalement, elle est plutôt pas mal. Hein, si tu cliques dessus, on devrait avoir des bons résultats. Hein. En général, je choisis pour les réseaux sociaux, je choisis des belles entreprises. Elle a un beau score de sûreté dividende. Ouais. Et regarde la croissance du dividende sur 5 ans aussi, c'est impressionnant, 16%, une capitalisation monstrueuse de 453 milliards dans la santé, c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est des gros trucs. En plus, je crois de mémoire que elle n'est pas tombée du nid hier. Donc, tu vois, 1977. Elle a été constituée en entreprise en 77, ça lui laisse une belle marge pour progresser. Tu as vu la courbe, comme elle est monstrueuse, la courbe de régression est belle aussi. Magnifique. Franchement, normalement, c'est une bonne boîte, on va dire safe pour le long terme, ça. C'est plutôt safe, tu parlais avant de Stryker Corporation. Là, on la lisse en... ou Stryker. Là, ils te la mettent en concurrent. Là, on la met en concurrent de United. Non, ça va pas être tout à fait le même business model. Stryker, c'est vraiment des équipements chirurgicaux, médicaux. Là, United, c'est plus de l'assurance santé. En gros, c'est la même chose que la sécurité sociale. C'est la même chose qu'en gros que la carte vitale, mais c'est aux États-Unis. C'est des mutuelles et ça marche énormément du coup vu que la population vieillit. Et qu'en plus de ça, on a quand même une croissance de la natalité. Il y a toujours de nouveaux petits Américains chaque année.
Donc, il y a un grand marché à aller chercher. Et puis surtout que les plans Medicare et Medicaid, c'est les plans de santé aux États-Unis qui sont en train de se développer énormément. Voilà, il y a un gros marché à aller chercher. Et puis, c'est une machine à cash surtout, quoi. Alors qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, mais la seule, je crois, Ouais, la seule que tu as en industrie. Ferroviaire canadien. ouais, c'est ça, le ferroviaire. National Railway, pas forcément celle qu'on placerait instantanément dans son CTO. Pourquoi le Canada? Pourquoi la compagnie nationale de chemin de fer du Canada? Tout simplement parce que les compagnies ferroviaires américaines, pour moi, enfin nord-américaines, c'est un des plus beaux business qui existent. Moi, je la mettrais facilement dans le top 10 des moats qui existent au monde. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont une énorme infrastructure. Et que cette infrastructure-là, elle est difficilement réplicable. Donc, en gros, ils ont un oligopole sur tous les transports ferroviaires. Et tout simplement, voilà, ils génèrent des montagnes de cash. Et ensuite, avec ce cash-là, ils versent des dividendes et rachètent des actions. Donc, D'accord. c'est pour les actionnaires. Et Là, c'est pareil, c'est pas une grosse. Enfin, c'est pas que c'est une grosse conviction, mais je sais qu'en fait, c'est pas une action qui va battre le marché à long terme. Parce que les 20 dernières années, en fait, ont été exceptionnelles. Je crois que c'est au niveau de la régulation. En fait, ces entreprises-là, elles ont énormément augmenté leurs marges grâce à soit à la rénovation, enfin, je sais pas exactement, soit la rénovation des chemins de fer, soit la régulation, enfin, le régulateur américain qui leur a permis d'augmenter leurs marges. Et les marges, elles ne pourront pas augmenter indéfiniment. Et globalement, en fait, les volumes de vente de Canadian National Railway, ils augmentent au même niveau qu'en fait le PIB américain. Donc, c'est pas une entreprise qui va forcément surperformer le S&P 500 à long terme, mais pour le coup, c'est une entreprise qui est vraiment super stable. Et on sait que voilà, quand on investit là-dessus, on investit sur un gros bébé qui donne du dividende et qui est vraiment super stable. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, quoi. D'accord. Mais quand on investit dans ces entreprises, est-ce qu'il ne faut pas aussi toujours se tenir informé de ce que tu disais, le côté régulation? Et après, je sais pas si c'est comme en Europe où ce type d'entreprise, est-ce qu'elle est totalement privatisée ou est-ce que l'État, le gouvernement a aussi des parts, Ah oui, des tu dis la régulation pour le côté en fait oligopole, c'est ça? Non, Ouais. oui, en fait, oui, non, moi je te parlais du coup de la régulation des 20 dernières années. Mhm. Parce qu'en fait, elles ont réussi à augmenter leur marge. Donc, enfin, je sais pas comment je ne connais pas vraiment la raison exacte. Mais en fait, le fait qu'elles aient réussi à augmenter leur marge par deux ou par trois ces 20 dernières années-là, Ouais. ne sera pas réplicable dans les 20 prochaines années. Et ça, c'est peut-être dû à la régulation. Après, pour le côté régulation, risque, que les États demandent aux compagnies ferroviaires de baisser leur prix, ça, oui, c'est probable. Mais en général, ça arrive quasiment jamais, hein. La Ils ont... courbe Ouais, dividende est incroyablement ah belle. ouais, ouais, ça. Je pense que pour les gens les investisseurs qui sont vraiment sur des stratégies, sur une stratégie plus axée dividende, je pense que ça peut être une entreprise qu'il faut regarder, quoi. Ça, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Effectivement, Nicolas. tu as une belle fréquence du dividende, hein, 4 fois par an. Bon, c'est un peu la norme aux États-Unis par rapport à la France. Mais les 4 fois par an, ils font plaisir. On peut voir aussi également juste au-dessus que l'entreprise rachète ses propres actions. Si tu regardes juste au-dessus, Nico, on peut voir que ça baisse bien, hein. Tu vois, de quelques 820 millions, on descend à 647 millions, donc ils sont depuis quelques années, en phase de rachat, donc ce qui, normalement, est un bon signe au niveau de la santé d'une entreprise, hein. Et niveau segmentation des ventes, bon, bah voilà, hein, c'est Nord-Amérique, comme tu disais, Canada, États-Unis. Rien que les États-Unis, c'est 17 fois et demi la France. Le Canada, c'est encore multiplié par je sais pas combien. Des chemins de fer, il y en aura toujours, hein, pour aller d'un point A à un point B de l'ouest à l'est. Là, je dois te couper parce qu'il y a le petit actionnaire qui veut rejoindre la conversation. Le voilà. Alors, et ça n'a pas fonctionné. Ouais. On a rejoint. Il n'est plus là. On n'entend pas. C'est pas grave, on va continuer. Il est de retour. Salut Clément. Salut. Ça arrive. On coupera au montage. Bon, putain, c'est intéressant, 10 minutes comme ça. On n'aura pas de voiture. Ça marche mieux. Salut Clément, est-ce que tu arrives à activer ta web? Bonsoir. Salut. Oui, Salut. ouais. Voilà, normalement c'est bon. Nickel. Yes. On te voit.
Bah écoute, on était avec Quentin, on est en train de regarder un petit peu son compte titre et on discutait des entreprises qui sont peut-être pas forcément connues de tout le monde. Et c'est aussi ça l'avantage de faire ce genre de discussion, c'est de discuter d'entreprises qui sont pas forcément connues de tout le monde, quoi. Et là, on était en train de regarder, Canadian National Railway. Et on était en train de terminer la discussion pour cette entreprise qui semble être une belle entreprise à dividendes. Ouais. De nom, ouais, effectivement, elle est pas mal. Là. Yes, impeccable. Et sinon, dans la technologie, alors une entreprise, j'ai déjà dû la voir, mais je ne l'ai pas vraiment observée. Amphenol Corporation. Amphenol, ouais, c'est pareil. Mais c'est pas le genre d'entreprise d'entreprise qui est très connue. Mhm. Mais, en fait, c'est le genre d'entreprise qui performe dans l'ombre. Eux, ils font tout ce qui va être connecteur, système de connexion. Ils font des capteurs. Et en fait, c'est un secteur qui, pareil, qui est en forte croissance. Ils sont un peu partout, hein. Ils sont en Asie, Amérique du Nord. Et en fait, les secteurs dans lesquels ils sont présents, c'est tout ce qui va être les télécoms, la technologie, voitures, etc. Et en fait, c'est un marché qui est énorme, hein. Donc, ils arrivent constamment à grappiller des parts de marché. Ils se développent super bien. C'est incroyable, surtout, Ouais. surtout ces derniers mois. Hein, c'est juste. Ouais, et c'est ma plus grosse plus-value du coup, pour l'instant. On a l'impression que ça va aller jusqu'au ciel. Mais bon, il faut se souvenir que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Voilà, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, donc à un moment, ça risque de taper une résistance. Mais pour l'instant, c'est juste incroyablement. La courbe est incroyablement belle. Ouais. Tu penses à vendre quelque chose, Quentin, ou pas, là, dans ce qu'on a vu là? Est-ce que je pense vendre quelque chose? Ouais. Parce que les deux, ça va avoir quand même des belles PV, et justement, je me demandais si tu pensais pas, on va dire, prendre tes gains, tout simplement, comme on dit dans le jargon. Non, les entreprises que je compte vendre, du coup, c'est Alibaba et Nvidia. Parce que comme j'ai dit, Alibaba, c'est pas une grosse conviction. J'attends de voir un peu comment ça se passe. Idéalement, j'aimerais bien qu'elle monte un peu. Mais si dans 6 mois, 1 an, Alibaba, ça ne monte toujours pas, je vendrai. Et après, pareil, Nvidia. Nvidia, c'est plus du trading, hein, ce que je fais. Je suis plus là pour m'amuser et profiter un peu de la hype qui est là, plutôt que c'est plus de la spéculation, du trading que de l'investissement. Donc là, voilà, Alibaba et Nvidia, ça risque de dégager d'ici quelques mois. Ouais. Sinon, le reste, c'est pour du long terme. Nice. Ouais, le chinois, c'est spéculatif en ce moment. Nvidia, ah oui. Non, le chinois, Alibaba. Nvidia, c'est un peu le Bitcoin du Nasdaq 100. Oui, aussi. Nasdaq 100, levier x3, tout simplement. Ouais. En même temps, maintenant, il y a les ETF Bitcoin qui ont commencé à être listés aux États-Unis. Et je crois qu'il y a aussi moyen d'acheter des ETF Bitcoin en Europe. Hein. Tu confirmes, Nicolas ou Clément? Je suis quasiment sûr. Pas vu passer cette info. C'est peut-être possible, je suis pas sûr. Alors, les ETF Bitcoin, je n'ai pas regardé du tout, honnêtement. Moi, j'en possède entre guillemets parce que je suis investi sur BlackRock à hauteur de quelques milliers d'euros. Donc, moi, j'investis comme ça là-dedans. Après, en Europe, on a toujours 20 balais de retard, hein, sur les States. C'est bien. Hein. C'est ça. Alors, mais c'est triste, hein, mais c'est ça. Hein. Oui, je dis pas que des conneries. Est-ce qu'on a tout vu ou non? Il y a encore un PEA, je crois, il me semble, pour terminer là-dessus. J'avais envie de dire de poser quelques questions sur une entreprise aussi que je ne connais pas, Pool Corporation. Alors, c'est de l'industrie. Et comme le nom le laisse penser, c'est effectivement des fournitures de piscines, équipements, produits de loisirs. Équipement. J'ai l'impression. C'est plutôt de l'équipement, hein. C'est pas comme Piscine et Jorio. Eux, ils vont pas faire tout ce qui va être construction de piscine. Ils vont uniquement fournir des pièces, donc tout ce qui va être filtre, après tout ce qui va être plein de matos liés à la piscine et aussi à l'extérieur. Donc il y a un peu de barbecue aussi, je crois.
plein de choses comme ça. Mais par contre, c'est pas vraiment de l'industrie puisque c'est pas eux qui vont fournir, enfin qui vont produire leurs pièces. Ils vont juste se fournir chez les producteurs et ensuite les revendre dans leur magasin. Mais ils vont pas fabriquer de pièces. Et, Ouais, c'est juste un vendeur. mais c'est un business qui est super intéressant. Ouais. Effectivement, puis 400 $ presque l'action, dis donc. Comment t'en es venu à cette entreprise, hein? Bah écoute, je sais plus, honnêtement, je sais même plus. Je vais me balader sur un screener et puis j'ai trouvé le truc sympa. C'est une des entreprises que tu as dans ton C'est sous-évalué. Ouais. dans ton portefeuille qui est encore listée en légèrement Ouais. sous-évalué. Légèrement sous-évalué si on prend uniquement le graphique de valorisation de Morning Pro qui utilise les valeurs fondamentales quoi, pour le calcul. J'ai l'impression que c'est une belle entreprise avec aussi une magnifique courbe d'historique de dividendes, qui a versé son dividende sans interruption depuis 20 ans. Et en plus, 4 dividendes par an, c'est vraiment sympathique. Hein. C'est vraiment sympathique, même pour une personne. Ouais, c'est ça. Hein. Ils sont tous par an. Ouais. Ouais. Pas qu'on fasse la même chose en France, c'est pas mal. Encore une belle action. Sinon, je pense que voilà, les gens connaissent pas mal Monster déjà. AutoZone, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent AutoZone. AutoZone, ouais, c'est intéressant. Et Nicolas avait aussi envoyé une analyse. Effectivement, en fait, pour être franc, je me suis inspiré de Quentin. Je me suis inspiré de ses travaux sur le forum de Morning, donc qui est disponible gratuitement, le forum, moi je le rappelle pour nos auditeurs. Et nos viewers, pardon, parce qu'on est en caméra. Je m'étais inspiré de tes travaux justement pour essayer de faire une petite, un petit thread, comme on dit sur X. Et j'ai trouvé pas mal. C'est des pièces de camion, hein, si je ne m'abuse. Tu peux nous en dire plus? Pièces de voiture. Ouais. Écoute, tant que tu n'as pas fait de copier-coller, moi ça me va. Ouais, non, c'est tout ce qui est pièces détachées, pièces auto. Là, c'est pareil. En fait, ils vont pas produire leurs pièces. Ils vont se fournir auprès de fabricants. Et puis, en fait, le marché secondaire en fait, des pièces auto, c'est un marché qui est constamment en croissance, puisque c'est l'historique le montre, en gros, dès qu'on commence à arriver sur des ralentissements économiques, les consommateurs préfèrent en fait, entretenir leur voiture, ce qui est moins coûteux que d'acheter de nouveaux modèles. Et donc, en fait, la demande pour les pièces détachées augmente. Et voilà, c'est un marché qui est constamment en croissance. Et puis, le business d'AutoZone, c'est tout simple, parce qu'en fait, ils vont essayer d'ouvrir le plus de magasins possible, essayer de bien gérer les stocks, et ensuite, tout l'excédent de cash, il va repartir en rachat d'action. Et c'est pour ça que en fait, le prix de l'action, il est exponentiel. Hein, il est vraiment, on a une croissance qui est exceptionnelle, grâce principalement au rachat d'action, puisque sur les 10 dernières années, ils ont réussi à diminuer quasiment par 2 le nombre d'actions en circulation. Donc en fait, quand tu vas regarder toutes les métriques, que ce soit bénéfice par action, free cash flow par action, etc., en fait, il y a quasiment tout qui a une croissance vraiment exceptionnelle de l'ordre de 15 à 20% par an. Là, on le voit, hein, le nombre d'actions en circulation. Et quasiment. Carrément, 17 millions, quasiment 18 millions d'actions, c'est rien, quoi. Ouais. Tu m'étonnes qu'elle vaut 4000 balles, l'action. Donc ça fait quasiment divisé par 2 en l'espace de 10 ans. Quoi. Donc ça, de toute façon, c'est une de mes plus grosses convictions. Et en fait, c'est un business qui est super stable. Et en fait, on pourrait limite faire du DCA dessus. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire que le DCA, c'est pas forcément top. Mais en fait, c'est une action qui est tellement stable. Dont le cours de l'action est tellement stable que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'essayer de chercher un point bas. Et c'est une super entreprise. J'en profite juste pour nos auditeurs, nos viewers. Que sur Morning, en fait, si vous ne savez pas à quoi correspond un graphique, vous pouvez simplement cliquer dessus et vous avez une analyse par l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse par intelligence artificielle reste dans le contexte de l'action. Et donc, vous avez en même temps des informations et ça vous permet d'apprendre qu'est-ce que c'est le nombre d'actions en circulation, pourquoi ça peut être intéressant lorsqu'il baisse. Voilà, quoi. Ok, je pense qu'on a fait vraiment le tour hein, sur ton CPO, qui est plutôt sympa avec quelques pépites et quelques actions qu'on connaît pas forcément. Si je regarde si je regarde un peu les secteurs, qui est axé vraiment technologie,
Voilà, c'est ça. Discrétionnaire, santé et industrie, quoi. Ouais, je ne cherche pas forcément à me diversifier sectoriellement. De mon point de vue, je trouve pas ça forcément intéressant. Mais j'essaie de plutôt diversifier en fonction des styles d'investissement. Tout ce qui va être plutôt value, croissance, GARP. En gros, c'est un mélange, c'est de la croissance à prix raisonnable. J'essaie d'abord de mélanger ces styles-là plutôt que forcément se concentrer sur les secteurs. Puis après, c'est aussi moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des entreprises qui ont des allocations du capital différentes. Donc, certaines qui vont faire que des rachats d'actions, d'autres plutôt du dividende, certaines plutôt du réinvestissement en interne, d'autres des acquisitions. Bref, voilà, essayer d'être diversifié sur ces points-là. Bah écoute, pour la part, j'étais passé sur ton PEA. Tu as 2 actions, et en tout cas sur ton PEA, dont le chat noir. Je sais Là, c'est une autre histoire. Mais, Téléperformance, qui est en forte baisse ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu en penses en fait de Téléperformance? Téléperformance. Bah écoute, c'est un dossier un peu compliqué quand même. On en parle assez souvent. Ouais, on en parle beaucoup. Ouais. En fait, c'est un dossier qui est assez complexe. Si purement value, peut-être value trap, on ne sait pas. L'avenir nous dira. Moi, j'ai investi là-dedans en juillet-août 2023. À la base, c'était même pas, c'est ça mon erreur. En fait, c'est que c'était même pas une grosse conviction. C'est juste que l'entreprise était assez sous-évaluée. J'ai pas fait mes recherches directement. Voilà, chose à ne pas faire. Puis après, quand j'ai pris moins 10%, je suis vite allé lire les rapports annuels. Je suis resté dans le bateau, mais je suis toujours dans le bateau actuellement là. Il est à moitié en train de couler, mais voilà, je suis quand même dedans. C'est un dossier compliqué parce qu'en fait, on manque de visibilité. Il y a le dirigeant qui ne répond pas forcément à toutes les questions des actionnaires par des assemblées générales, des rapports, des conférences, etc. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, les centres d'appel d'ici 3 à 6 mois. On ne sait pas si l'IA va réussir à booster la productivité des agents dans les centres. On ne sait pas si les entreprises vont continuer à externaliser leurs demandes à Téléperformance. Néanmoins, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'ils ont quand même réussi à acquérir Majorel, ce qui va permettre de consolider leur offre de services en ligne. Ils ont quand même des partenariats avec ServiceNow et Microsoft pour tout ce qui est leur service de gestion de la relation client. Donc, Microsoft, en général, ils choisissent quand même bien leurs clients. Et là, pour le coup, Téléperformance a été sélectionné. Ils ont des niveaux de dette qui restent à peu près corrects. Et surtout, là, pour l'année en question, l'année 2023, ils ont réussi à augmenter leur free cash flow de 15%. Et c'est pas le genre de nouvelles qu'annoncent les entreprises qui coulent, quoi. Donc, on a quand même une santé financière qui est relativement correcte. Néanmoins, voilà, on manque de visibilité. Le président, il est quand même payé 20 millions d'euros par mois, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et il a surtout annoncé qu'il se barrait d'ici 2 ans. Je fais une petite coupure, j'en profite juste pour montrer cette section commentaires, parce que c'est une des entreprises de Morning où Clément Ourceau a écrit un commentaire. Alors, je vais lire le commentaire de Clément Ourceau. Après, donc à une époque où de nombreux services sont externalisés, celui de la relation client ne déroge pas à la règle. Le portefeuille client de Téléperformance est très varié et lui assure un certain confort. L'avènement de l'intelligence artificielle et l'absence de réel avantage concurrentiel sont susceptibles d'expliquer les importantes variations de cours. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu rajouterais quelque chose aujourd'hui, Clément, à ce commentaire? Bah écoute, je l'avais pas repris, donc au final, non, pas tellement. Je reste un peu pas comme ça, je pense. Hein. Ouais, je Il y a pense quand même pas mal d'incertitudes, comme Quentin disait, et auxquelles l'entreprise ne répond pas forcément. Donc, le marché n'aime pas les incertitudes et forcément, ça plonge, quoi. Ouais. Ça. Ok, et donc on va terminer avec Katana Group. Et d'ailleurs, Quentin, tu comptes la garder, Téléperformance, pour le coup, ou t'envisages de sortir? Moi, mon avis sur Téléperformance, sur la valorisation actuelle, c'est que l'entreprise ne vaut pas 85 € en son prix actuel. Moi, j'ai un PRU de 147. Je ne compte pas forcément attendre de revenir sur mon PRU pour la vendre. Si je vois que la situation se dégrade, je le vendrai. Mais pour l'instant, je suis persuadé que ça ne vaut pas 85. Alors, je ne pourrais pas vous donner de prix exact, hein. Mais voilà, je suis persuadé qu'elle vaut au moins plus de 100 € et elle se situe autour de mon PRU actuellement. Voilà. Mais si la situation se dégrade, voilà, j'acterai mon value
ça va faire mal. Et puis voilà, après, ça m'apprendra à avoir des pondérations trop importantes sur des entreprises qui ont une visibilité quand même réduite. Voilà. Ça, c'est une de mes erreurs. Une de mes grosses erreurs de débutant. J'ai eu des biais. Enfin, je sais pas si c'est le biais d'ancrage ou non. Mais j'ai mis une trop grosse somme sur l'entreprise qui avait assez peu de visibilité et j'ai pas réussi à me remettre en question et à me rendre compte des erreurs que j'avais faites malgré les informations qu'on a eues sur l'entreprise avec les différents communiqués voilà, qui ont été faits. Voilà, ça, il faut que je travaille sur ces points-là. Ouais, donc attention que si ça continue de chuter, tu peux sortir. Tu vas pas forcément rester dans le bateau. Ah oui, non. Au risque de tout perdre, entre guillemets. Voilà, c'est ça. De toute façon, ouais, c'est pas une conviction long terme. Hein. Pareil, Téléperformance, c'est un peu comme du Alibaba. C'est une conviction à court, moyen terme. Honnêtement, j'espère qu'en 2025, je m'en serai débarrassé. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un potentiel. Voilà, il y a quand même un potentiel à aller chercher. L'entreprise se fait défoncer pour. J'ai pas envie de dire sans aucune raison, mais le prix baisse vraiment exagérément. On mérite pas d'avoir c'est excessif. Là-dessus. Voilà, finalement, j'aimerais bien qu'à la rentrée, je puisse ne plus avoir ce bateau qui coule dans mon portefeuille. Voilà, c'est ça, m'en débarrasser. C'est pas mal la position pour partir sur Katana. C'est ça, ouais, voilà. Là, ouais, je préfère Katana, c'est quand même plus stable niveau bateau. En même temps, Clément, parfaite transition, du coup, ouais, pour parler de Katana. Katana ouais. Oui, c'était vraiment la transition parfaite. Ouais. Nous allons finir avec les bateaux qui normalement ne coulent pas, hein, n'est-ce pas Normalement. Donc, effectivement, Katana, c'est du Boeing, c'est bon. Qui construit et commercialise des bateaux de plaisance en France et à l'international. Et en plus, je crois, est-ce que quelqu'un avait fait une analyse Et moi. Oui, ça rigole encore. Il a bûché ces derniers temps. Ah ouais, vraiment. Voilà. Bah voilà. C'est ça qui fait longtemps pour Moning. Quentin qui nous a aussi gratifié d'une belle analyse de cette entreprise. Hein. Belle courbe de prix, hein, malgré quelques grosses fluctuations ces derniers mois. Après, au niveau de la courbe de régression, est-ce que ça donne quelque chose? Peut-être qu'il faudrait plus d'historique. Hein. La courbe de régression, il faut vraiment... Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? C'est aussi une entreprise qui semble être dans sa valorisation et qu'elle distribue un dividende depuis quelques années. C'est ça, ouais. Tout frais. Voilà, c'est vraiment tout frais. Il y a du potentiel à aller chercher. Puis ils ont surtout une santé financière excellente. Alors, ils ont 60 millions de cash, je crois, pour 140 millions de capitalisation boursière. D'accord. Je trouve qu'on est vraiment pas cher. C'est mon avis. Moi, j'ai renforcé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est une entreprise qui est familiale. Donc, il y a 25% de l'entreprise qui est détenue par la famille. Et ils ont des gros projets à long terme. Ils veulent développer une gamme à moteur. Et le marché du bateau à moteur, c'est un marché qui est, je crois, 5 à 10 fois supérieur en termes de taille à celui du bateau à voile. Donc, oui, en plus, on a la news, on a la news listée. Katana Group lance Yacht, la nouvelle marque à moteur. Ouais. Il y a du gros potentiel à aller chercher et le prix actuel, en fait, ne prend pas du tout en compte ces informations-là. À cause des données macroéconomiques, hein, forcément, comme c'est une petite capitalisation. J'ai l'impression que tu es bullish, en fait, en train de me dire que tu es bullish sur. Mais clairement, je suis en train de défendre mon point de vue. Oui. Non, mais c'est pas genre, oui, voilà. Après, moi, je pense qu'elle se fait un peu défoncer pour rien, à cause des taux, des données macroéconomiques. Le fait que l'industrie du katana, c'est une industrie qui est quand même assez cyclique, même si, pour le coup, cette cyclicité-là, elle ne se voit pas du tout dans les comptes d'entreprise. Et puis après, surtout que depuis quelques années, les fonds d'investissement désinvestissent complètement les petites capitalisations. Et donc, les ratios de valorisation sont complètement écrasés, quoi. Mais à long terme, pourtant, les petites capitalisations se payent souvent avec une prime, donc plus cher que les large caps. Donc moi, je pense que voilà, il y a un coup à jouer sur l'aspect valorisation et après sur l'aspect économique avec la croissance du chiffre d'affaires, avec les différents projets en question. C'est intéressant que tu sois. Après, se faire de ma part, elle a brûlé du cash aussi un peu l'année dernière, quand même. Comment? Si je dis pas de bêtises, elle a brûlé un peu de cash aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, elle a brûlé du cash. En fait, le souci, c'est que comme il y a eu énormément de demandes en 2021-2022, il y a eu un boom après le Covid. Énormément de gens ont voulu acheter des catamarans.
Et en fait, il y a eu un retard entre les paiements et la finalisation des bateaux. En fait, comme il manquait de moyens pour finir les bateaux, il y a eu des décalages des paiements et du coup, après, les flux de trésorerie, ils ont pris un coup. Et c'est pour ça que voilà, en 2023, je crois, ou 2022, ils ont eu des flux de trésorerie négatifs ou sur un semestre. Et donc voilà, ils ont dû taper un peu dans la trésorerie. Mais comme ça reste du besoin en fonds de roulement, c'est un élément temporaire. Donc moi, je pense qu'en 2024, voilà, ça devrait être résolu. Et on devrait avoir quand même pas mal de cash dans les comptes, quoi. En tout cas, c'est intéressant. Temporaire, quoi, Je disais, c'est intéressant que tu penses qu'elle est bullish, cette entreprise, parce que Morning Pro lui donne un score de croissance de 19 sur 20, donc vraiment très élevé. Tant mieux. Voilà. Encore mieux. Ça peut être peut-être une Ah, la future pépite à 4,57 $, c'est ça? La future pépite, ouais. Ah, c'est ça. En direct sur Après, Morning je pense qu'elle Live. a pas mal je pense qu'elle a pas mal aussi de potentiel sur le long terme, hein, Katana. Après, effectivement, c'est vrai que la conjoncture à court terme, court moyen terme, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Ça peut-être, je sais pas, ça peut peut-être être une occasion, si elle continue de baisser un petit peu, pour entrer dedans à moindre coût, quoi. Ça. Voilà, ouais, là pour le coup, moi, honnêtement, je sais que je ne trouve pas très cher. Et puis même quand on regarde les données, il prévoit un taux de croissance de 10% sur l'année 2023, donc bien supérieur à ce que font beaucoup d'entreprises françaises. Et pourtant, le PER il est quand même assez faible. Le PER, de toute façon, est inférieur au taux de croissance et il est bien inférieur au PER du CAC 40 et du SBF 120, donc les principaux indices français. C'est que ouais, il y a quand même une certaine méfiance autour de l'entreprise. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? Moi, mon avis, c'est que non, c'est pas justifié. Voilà, chacun de faire son avis. Mais ouais, moi, je suis Après, très ça reste une petite capitalisation, donc comparé au PER du CAC 40 ou du SBF, c'est peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un peu normal aussi qu'il y ait une différence. Bah moi, j'ai l'impression qu'on a fait un bel épisode et je pense que c'est juste génial de, de terminer sur les bateaux de plaisance. Ça donne un avant-goût de l'été qui, j'espère, va arriver très rapidement. Bah pour toi, hein, nous, il est déjà là, hein, l'été, il faisait 20 degrés aujourd'hui. C'est bon, hein. C'est vrai que moi, en Estonie, c'est pas encore l'été, mais ça arrive. bientôt. Ça arrive progressivement. Eh ben, écoutez, c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance, Quentin. Je le rappelle encore, tu nous as régalé avec quelques analyses sur le forum Morning d'entreprise. Et bah, je peux que faire et te souhaiter vraiment le meilleur pour la fin de tes études. Merci. C'est juste incroyable à cet âge-là, déjà d'investir en bourse et d'avoir autant de connaissances. Donc voilà, c'était mes mots à moi. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, bah, c'est un peu pareil, hein. Bravo à toi à 21 ans, hein, d'avoir commencé là-dedans. On voit que tu t'y intéresses, on voit que tu as même, tu fonces dedans, hein, dans la vie active, c'est bien. Je te souhaite également tout le meilleur. Et puis, de toute façon, on se retrouve sur Morning, hein. Je vais partager un peu ton travail aussi sur le X, etc. Quoi. En fait, Quentin, je pense que tu es bien parti pour avoir ta retraite à 40 ans. Quoi. Ah, on espère. Il y a moyen. Enfin, arrête avec tes téléperformances à la con, là, et puis, Aïe. Que jette téléperf et all-in sur Katana maintenant. Nicolas qui troll juste à la fin. Voilà. Ok, bon. Bah, ciao. Ouais, salut, merci encore. À la prochaine. Merci à vous. Salut. Bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée. Salut.